téléspectateurs sur les antennes de la télévision 2EF-TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Les frais de COJES en Côte d'Ivoire seront désormais payés en ligne par les parents d'élèves. C'est la nouvelle mesure prise par le ministère de l'Éducation nationale pour cette nouvelle rentrée scolaire. Des prothèses en 3D pour soulager les victimes d'amputation dans le nord du Nigeria. L'initiative est du gouvernement qui, depuis l'an dernier, a installé un centre technologique à Yola qui a déjà permis à quelques handicapés de retrouver l'usage de leurs membres. Pour le dossier entrepreneuriat de cette édition, nous allons essayer de comprendre comment les ustensiles de cuisine à base d'aluminium sont fabriqués. C'est toute une filière qui est en branle avec des artisans qui pérennisent la présence de ces outils dans les cuisines africaines. Le reportage vous sera proposé dans le journal. Bienvenue dans ce journal. Comment annoncer dans les titres? On commence par la Côte d'Ivoire pour parler de cette nouvelle mesure instituée par le ministère de l'Éducation nationale. Désormais, les frais de COJES seront payés en ligne par les parents d'élèves à raison de 3 000 francs CFA pour le primaire et 5 000 francs CFA pour le secondaire. Cette collecte de fonds vise, selon le ministère, à assurer l'équipement des établissements publics en table-banc et le recrutement de 10 300 enseignants pour la nouvelle année scolaire. Comment est-ce que les admis au BTS session 2019 en Côte d'Ivoire entrevoient l'avenir moins d'une semaine après la proclamation des résultats? Nous avons rencontré certains d'entre eux dans le cadre de ce reportage. On regarde. D'abord, mes projets à venir à court terme, c'est de terminer ma licence 3. Ensuite, essayer de trouver un job et après maintenant, faire le cycle ingénieur. Je l'avais dit au début, étudier en deuxième année en licence professionnelle. Donc j'aimerais tout d'abord obtenir ma licence et ensuite, pourquoi pas, aller au master. Dans le cas contraire aussi, essayer de postuler et acquérir une expérience professionnelle même. Et suite à cela maintenant, obtenir le master. D'abord, à court terme, je compte d'abord finir et puis ensuite me mettre dans une boîte où je serai au système informatique. Maintenant, à moyen terme, j'espère pouvoir avoir plus d'expérience pour que, à long terme, je puisse créer moi-même ma propre boîte. Et toujours en Côte d'Ivoire, les inscriptions au primaire pour la rentrée 2019-2020 se font à un rythme assez timide. On ne se bouscule pas vraiment aux portes des établissements. Beaucoup des facteurs expliquent justement cette situation qui, il faut le dire, est absolument fréquente dans ce pays. On regarde ce reportage. On ne le dira jamais assez. Chaque rentrée des classes est une période sensible, surtout pour les parents d'élèves, dont les portefeuilles sont rudement mis à l'épreuve. Cette année encore, les inscriptions se font lancinantes. On ne se bouscule pas aux portes des établissements. Ça traîne les pieds. La réalité est que sur le plan financier, les parents ne sont pas très bien préparés. Pour le moment, les parents viennent à compte-gouttes. Les années antérieures, c'est à une semaine avant la rentrée officielle que les parents devaient faire les inscriptions. Que le communiqué disait que les parents devaient venir faire les inscriptions à une semaine avant la rentrée. Bon, cette année, ils ont repoussé à 2 semaines avant la rentrée. On peut dire que quand j'appelle les parents, beaucoup disent qu'ils ne savaient pas. Pour ceux qui ont déjà des enfants ici, qui vont soit en moyenne session ou en grande session, beaucoup disent qu'ils ne savaient pas, ils ne s'attendaient pas, qu'il n'y a pas d'argent pour le moment. Une situation récurrente en Côte d'Ivoire, où la rentrée scolaire démarre toujours sur des chapeaux de roue. Pour les responsables d'école, c'est un schéma habituel. Comme dans la plupart des écoles privées à Abidjan, les parents d'élèves se font désirer. La cour est quasiment vide. Le début des inscriptions décrétées par le gouvernement pour la période allant du 26 août au 6 septembre ne semble pas susciter l'empressement chez les populations qui préfèrent gérer les choses au rythme de leur réalité financière. Même dans les établissements publics où les exigences financières ne sont pas aussi pesantes, l'affluence se fait toujours attendre. Certes, les premières inscriptions ont commencé,
surtout au niveau des classes de la maternelle et du CP1, mais pas avec la promptitude souhaitée, comme le font remarquer les responsables des écoles BAD 1 et BAD 2 dans le quartier d'Abobo. Oui, pour le moment, ce que nous faisons concerne uniquement le CP1, le recrutement au CP1. Et à vrai dire, il n'y a pas encore d'affluence parce que commencé depuis le 26, nous sommes aujourd'hui au 29 et il n'y a pas plus de 15 élèves inscrits. Alors que si 3 jours en principe, 3-4 jours en principe, on devrait avoisiner au moins la vingtaine. Donc il n'y a pas d'affluence pour le moment. La poussée est clairement laborieuse, mais dans les semaines à venir, d'autres parents devraient imiter ces premiers venus. Oui, la classe de CM2 et la classe de CP2. Non. J'attends à la rentrée, le premier jour de la rentrée pour faire les inscriptions. Il faudra sans doute attendre les semaines à venir, voire jusqu'à la mi-octobre pour que la rentrée scolaire atteigne son rythme de croisière. C'est une véritable révolution qui est en train de s'opérer dans le secteur agricole au Ghana. 2000 agriculteurs de la région d'Accra utilisent actuellement des drones développés par le Centre technologique pour l'agriculture pour faciliter l'irrigation des champs. L'objectif de ce programme est d'étendre le processus de numérisation de l'agriculture à plus de 20 000 paysans d'ici à 2030 et ce pour tout type de culture. Au Ghana, dans le cadre du Forum de la Révolution verte africaine du 3 au 6 septembre 2019 à Accra, 2000 riziculteurs de Accra Région cultivant sur 2800 hectares vont utiliser des drones pour rentabiliser leurs activités. Cette numérisation permettra d'accroître la productivité par hectare entre 20 et 50% selon des spécialistes. Les drones faciliteront entre autres l'irrigation, le traitement des rizières. This is long overdue. C'est l'aboutissement d'un long processus car depuis 1998, on voulait une technologie qui nous faciliterait nos tâches puisque travailler manuellement est pénible. Cette technologie est la bienvenue car à mon âge, j'en ai besoin pour au moins avoir un peu de repos puisque je suis vieux. Développé par le Centre de technologie pour l'agriculture et avec l'aide de l'Alliance pour une révolution verte africaine, ces drones sont utilisables également dans les champs de manioc, de maïs et bien d'autres. L'objectif est de toucher plus de 20 000 paysans ghanéens à l'horizon 2030 avec cette technologie. Le défi pour nous ici au Ghana, c'est qu'il y a des petits agriculteurs cultivant de petites surfaces et qui sont nombreux. Il serait donc bénéfique d'encourager les gens à se regrouper en coopérative pour faciliter l'accessibilité financière des drones, mais aussi d'en tirer davantage profit. Troisième sur 43 pays que prend en compte le rapport 2018-2019 sur la numérisation de l'agriculture africaine. L'agriculture contribue en 2019 à 16,5% du produit intérieur brut du Ghana. Au Mali, le chef du gouvernement Boubou Cissé achevait ce lundi une visite de 5 jours dans la région de Kay, au nord-est de Bamako. Ce déplacement faisait suite à une série de manifestations organisées par la population locale pour dénoncer le mauvais état et l'axe Bamako-Kay. Le Premier ministre a promis le démarrage imminent des travaux de réhabilitation dès la semaine prochaine. Élément de précision dans ce reportage. Suite aux manifestations relatives à la réhabilitation de la route Bamako-Kay, le Premier ministre malien Boubou Cissé a effectué une visite de 5 jours à Kay, la première région administrative du pays. Il a rencontré les populations locales qui lui ont présenté leurs préoccupations. Le chef du gouvernement a rappelé que les dispositions avaient été prises pour que les travaux puissent démarrer dans les meilleurs délais. L'idée derrière cela, c'est de répondre aux préoccupations et à la mission que le président de la République nous a confiée en tant que gouvernement. Lorsqu'il nous a appelés aux affaires et qu'il nous a placé sa confiance, il nous a toujours dit qu'il a 2 soucis. Le plus important, c'est déjà la population malienne et le bien-être. Le Premier ministre a visité quelques localités de la région. Il a annoncé le démarrage immédiat des travaux de réfection de l'axe Bamako-Djidjeni qui coûteront 78 milliards de francs CFA. Quant à l'axe Djidjeni-Kay-Diboli,
Il a fait l'objet d'un protocole d'accord. On a tout de suite procédé à la signature d'un protocole d'accord avec une société chinoise, CRBC, qui a avec nous jugé utile de procéder aux études complémentaires. La reprise du trafic ferroviaire, les vols à destination de l'aéroport Kai Dag Dag et des routes, telles sont entre autres les préoccupations des populations des Kai. La majorité des émigrés maliens sont originaires de cette région par laquelle transitent 40% des exportations et importations par la route ou par rail vers le Sénégal. Dans le cadre de la présentation de nos émissions maison, nous vous proposons de suivre cet extrait de l'émission Tribune RH avec Sidibé Mariam qui parlait de la motivation du personnel. Comment comprendre la notion de la motivation dans le contexte de l'entreprise? Merci bien. Merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau. Et pour répondre à votre question, on va essayer de caricaturer. Pour dire, considérons la motivation comme ce moteur qui permet de stimuler les salariés à plus d'ardeur au travail. C'est-à-dire qu'ils travaillent déjà, mais le moteur qui vient le stimuler à plus d'ardeur. Donc, vient augmenter, disons, cette force qu'il a à mettre dans le travail qu'il doit faire. Voilà. Mais est-ce qu'avec cette définition, l'on peut dire qu'il a une notion exacte de la motivation où le contexte change? Ou ça change selon le contexte, pardon? La motivation peut être changeante selon le contexte, mais la racine reste la même. Parce que l'objectif qu'on recherche, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir des ingrédients qui stimulent une personne à plus, c'est-à-dire à plus d'efforts, à plus d'engagement, à plus d'implication dans ce qu'elle doit faire. D'accord. Et M. Ouattarazi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, merci également. Comme l'a dit Watt, la motivation, quel que soit le contexte dans lequel elle est employée, c'est la même source. Hein. Peut-être nous, dans notre cas, de façon pratique, on parle de la motivation du personnel dans le milieu professionnel. Alors, c'est tous les facteurs qu'une entreprise peut mettre, je vais dire, en place pour permettre de maintenir son personnel, en fait, d'une manière ou d'une autre. Moi, ce qui me motive n'est pas forcément... Moi, je peux être motivé par passion pour ce métier, pour le métier que je fais. Oui. Par passion pour ce métier-là, je veux dire, l'argent ne peut même pas être un facteur de motivation pour moi. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des stagiaires qui vous diront, moi, j'ai juste besoin d'un stage, même si je n'ai pas de prime de transport, voilà. Par contre, vous verrez peut-être un responsable comme Watt. Mais est-ce qu'on rencontre réellement ces genres de personnes encore? Si, jusqu'à demain. Jusqu'à demain, il y a la passion. Comme j'ai pris l'exemple du stagiaire qui te dit, lui, il a juste besoin d'un stage. Parce que là où il est là, il est juste motivé parce qu'il a cette curiosité de découvrir le monde de l'entreprise. Donc, il peut même s'engager sur 1 an, sur 6 mois, à faire un stage où il prend le soin sur lui-même de prendre son transport, il n'est pas moyen. Mais il est dévoué, en fait. C'est différent d'un responsable de département, qui lui, je vais dire, il a vraiment il a 70% du bagage intellectuel. En tout cas, c'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais il a le maximum pour pouvoir vraiment gérer ce service-là, ce département dans n'importe quelle entreprise. Donc lui, du coup, ses sources de motivation sont ailleurs, en fait. Ses sources de motivation, c'est peut-être la considération, la rémunération et puis un certain nombre de politiques sociales que l'entreprise a développées qui lui permet d'être là, en fait. Donc, je veux dire, la réalité, elle est différente d'un individu à l'autre et puis d'un poste à l'autre. D'accord, mais l'émission Tribune RH présentée par Mariam Sidibé. Direction Yola dans le nord du Nigeria où un centre d'innovation technologique a été créé par le gouvernement pour apporter des solutions à certains problèmes sociaux de la région. Fonctionnel depuis 2018, ce centre spécialisé de la fabrication de prothèses de membres 3D a déjà permis à plusieurs victimes d'amputation de bénéficier de nouveaux membres à moindre coût. On regarde ce reportage. Au Nigeria, les amputés ont maintenant accès à des prothèses imprimées en 3D. L'idée est venue d'une start-up basée dans le nord-est du pays, à Yola plus précisément. Ce centre d'innovation humanitaire a été créé en 2018 par le gouvernement pour permettre aux passionnés de technologie d'avoir un impact sur la vie des gens.
Le laboratoire lui-même n'est opérationnel que depuis 2 mois à peine et nous avons déjà pu aider 5 voire même 6 enfants avec des membres et aussi un policier qui avait perdu son bras dans l'exercice de ses fonctions. À lui aussi, nous avons fourni un bras en 3D. Donc c'est moins cher, c'est vraiment moins cher. Ahmad Tidjani est le cofondateur de ce laboratoire. Il ne s'agit pas uniquement d'imprimer les membres, mais aussi d'y ajouter de la robotique pour en améliorer les fonctionnalités. La robotique intègre donc des capteurs dans lesquels le modèle de pensée est conçu et transmis à l'utilisateur. Mohamed Jafar a 25 ans. Il a perdu sa main gauche en janvier lorsqu'il faisait partie d'un groupe d'autodéfense formé pour protéger ses voisins à Yola. Jafar a aidé à secourir une adolescente kidnappée par un gang, connu pour s'en prendre aux habitants et créant de l'insécurité dans la ville. Son avant-bras a été sectionné par les membres de ce gang lorsqu'ils sont venus l'attaquer. Récemment, il s'est procuré un nouveau bras prothétique imprimé en 3D. Il gagne maintenant sa vie comme tailleur. Cette prothèse a contribué à réduire l'humiliation que je ressentais avant. Lorsque je la mets, elle recouvre la partie de mon bras qui a été coupée. Et la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence entre la prothèse et mon vrai bras. Et ça m'aide vraiment à mener à bien mes activités. L'impression 3D réduit les coûts de production par rapport aux prothèses traditionnelles et offre des fonctionnalités avancées. Les prothèses imprimées en 3D offertes à Yola coûteraient environ 1 000 $, mais l'équipe a déjà fait don de plus de 6 prothèses dans la région. À ce jour, il déclare avoir une liste de plus de 100 amputés dans le nord-est du pays, attendant d'être appareillés à leur tour. Retour en Côte d'Ivoire où une soixantaine de petites et moyennes entreprises, PME, ont pris part ce mardi 3 septembre à une session de formation à Abidjan autour du thème « La levée de fonds à l'intention des PME du secteur de la petite transformation agro-industrielle ». L'objectif de cette formation initiée par l'agence Côte d'Ivoire PME avec l'appui de centres de démonstration et de promotion des technologies était de doter les PME des stratégies efficaces pour organiser donc des levées de fonds de sorte à financer de croissance de leur activité RTI. Ils sont issus d'une soixantaine de PME à prendre part à cette session de formation, tous spécialisés dans la petite transformation agro-industrielle. Leur principale préoccupation, le difficile accès au financement qui se pose comme un obstacle à leur croissance. On est à une phase où il faut grandir. Si on ne se dépêche pas, nous on a créé un besoin. Les gens savent ce qu'on peut faire de nos produits locaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec l'argent et ils nous absorbent. Raison pour laquelle nous venons aujourd'hui voir comment avoir des financements. Parmi les moyens susceptibles de renforcer le capital des entreprises, la levée de fonds. C'est cette alternative qui est proposée à ces dirigeants de PME au cours de cette formation. C'est la capacité d'aller chercher de l'argent par des investisseurs, que ce soit des amis, que ce soit des business angels, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit sur les marchés. C'est comment accompagner les entreprises pour pouvoir accéder à ce marché. Aider à faire grandir les PME, mais surtout accroître les capacités de transformation des matières premières locales. Voici qui explique le choix de cette catégorie d'entreprises. Celui qui ne transforme pas, c'est quelqu'un qui renonce à ajouter de la valeur au produit qu'il a. Celui qui ne transforme pas, c'est quelqu'un qui refuse d'être le premier bénéficiaire du grand système de la production agricole. La formation sur la levée des fonds est une possibilité pour ces entreprises-là de comprendre, au-delà du financement par dette, comment le financement par capital, comment avec l'appui, je dirais, d'un cabinet externe, on peut avoir accès à des financements. Donc ce partenaire vous accompagne, il vous aide à mobiliser des fonds, il devient à partie propriétaire de votre entreprise, il s'implique dans la gestion de votre entreprise. L'organisation de cette session de formation est pour ses initiateurs une haute contribution à l'industrialisation de l'économie
Mesures exceptionnelles pour stimuler le retour des investissements dans les régions déclarées zones uniquement sinistrées. Dans un décret public paru ce lundi 2 septembre, le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté a annoncé des mesures de défiscalisation pour les entreprises désireuses de s'installer donc dans les zones de l'extrême nord et du sud-ouest du pays, minées par des conflits armés. Il s'agira concrètement pour le gouvernement d'exonérer ces entreprises de charges fiscales sur une période de 3 ans. Ralentissement en vue de la croissance économique en RDC. Selon le Fonds monétaire international, les chiffres de la croissance devraient passer de 5,8% en 2018 à 4,3% en 2019 pour plonger à 3,9% en 2020. Un déclin dû à la chute de prix du cuivre et du cobalt sur le marché international. Ces deux ressources clés de l'économie congolaise avaient été à l'origine de la forte croissance enregistrée l'an dernier. On y va maintenant pour le micro-trottoir. Qu'est-ce que la balance commerciale, surtout dans un contexte macroéconomique? C'est avec ces questions que nos reporters ont fait le tour de quelques quartiers d'Abidjan. On regarde. Je dis une balance commerciale. Bon, c'est gens comme vendent que à l'intérieur souvent, dans les pays, dans les autres villes, tout ça là. Voilà. Moi je peux dire que non, une balance commerciale c'est aller vendre dans les autres villes. Dans une balance commerciale, c'était un système commercial du point A au point B. Et souvent ça varie souvent entre les périodes. Ça dépend de la période du temps. Pour moi, une balance commerciale, c'est, je dirais, le prix d'un produit sur le marché international. La balance commerciale, c'est une machine qui nous permet de peser les produits. On y va maintenant sur le doc. La balance commerciale est la différence en termes de valeur monétaire entre les exportations et les importations de biens ou de biens et services dans une économie sur une période donnée. On parle aussi de solde commercial. La balance commerciale d'un État ou d'une autre zone géographique ou économique, comme l'Union européenne ou la zone euro, est l'élément de comptabilité nationale qui répertorie et résume ses exportations et importations de biens et de services marchands. On parle de la balance des biens et services. Toutefois, dans certaines nomenclatures, dont la comptabilité nationale française, le terme de balance commerciale est limité aux échanges de biens hors service. Les biens et services marchands peuvent comprendre biens manufacturés, matières premières, produits agricoles, voyages et transports, tourisme, prestations de sociétés, de services et de conseils. Le solde de la balance commerciale est la différence entre les valeurs des exportations et des importations de biens et de services. Une balance commerciale positive signifie que le pays exporte plus de biens et de services qu'il n'en importe. On parle alors d'excédent commercial ou de balance excédentaire. Quand elle est négative, on parle de déficit commercial. Les facteurs qui peuvent influencer la balance commerciale sont les taux de change, la compétitivité des entreprises, les traités de libre-échange, les droits de douane, les barrières non tarifaires à la douane, les délocalisations ou à l'inverse les relocalisations des entreprises nationales. À titre d'exemple, en 2017, la Chine possédait l'excédent commercial le plus important dans le monde avec environ 420 milliards de dollars. Des marmites, des écumoires, des casseroles et autres ustensiles de cuisine faits à base d'aluminium, particulièrement utilisés dans nos ménages en Afrique. Comment sont-ils confectionnés? Qui en sont les artisans? Incursion dans un secteur à forte résilience avec nos reporters. Combien sont-ils en Côte d'Ivoire à pratiquer ce métier?
Dans la tourmente de la modernité, ces artisans du métal font renaître la mémoire vive d'une Afrique complètement défigurée par la mondialisation aliénatrice. Pourtant, ces gardiens du patrimoine qui permettent toujours à nos cuisines de nous rappeler un peu ce que nous sommes sont loin d'être les mieux lotis. C'est dans des conditions archaïques que Koulibaly et ses apprentis fabriquent ces marmites, et ce depuis des dizaines d'années. Depuis en 1976, je suis sur ces domaines. Dans mon télé ici, je travaille avec 15 personnes. Mais chacun fait pour lui. Les manœuvres, les jeunes qui sont là, ce sont comme les manœuvres. Il y a les apprentis et autres, mais il y a deux qui connaissent déjà. On les prend par jour. Si tu as beaucoup de travail, tu peux les prendre. Mais le jour là que tu n'as pas beaucoup de travail, toi-même tu fais. Il fait des contratiers, par jour je lui paye. Le travail est trop. Donc si tu payes à Lyon, tu veux prendre les manœuvres qui vont venir te l'aider. Par jour, tu leur payes. Suivant, ça dépend sur le numéro de marmite. Il y a des numéros de marmite, tu payes une seule marmite 1000 francs. Suivant, il y a d'autres qui est 500. Ce métier, il l'a appris de son père et de génération en génération, le talent se transmet. Aujourd'hui, c'est dans le quartier de Derrière Rail à Abidjan qu'il a choisi d'installer sa fabrique. C'est vrai que tous les jours ne se ressemblent pas forcément, et cette situation, Koulibaly ainsi que d'autres pratiquants du métier a appris à la gérer. Heureusement, il en reste encore des passionnés de récipients à l'africaine. Bon marché, mais efficace pour la cuisine. Ça, c'est un échantillon des marmites. Ça sert à mouler. On appelle le moule. Ouais. C'est comme un bois. Le bois, c'est comme c'est un encadrement. On le met dans le moule. En tout cas, tout le monde peut se lancer dedans. Ça fait des familles aussi. Parce que c'est un coin, il faut être forgeron avant de faire. C'est un coin aussi. Tu peux te lancer dedans aussi. C'est comme un métier. Voilà. Même dans les jours impairs, il faut savoir tenir avec le peu de recettes qu'on fait en attendant que le ciel se montre plus clément. Selon moi, ça dépend des qualités. Il y a des qualités qui peuvent faire 40 par jour. Il y a des qualités aussi qui peuvent faire 50 par jour. Le prix, ça commence à 1500 pour monter. On n'a pas de 1500, ça commence. Voilà. Il y a plus 1000 francs aussi. Il y a les plus petits, on fait ça à 1000 francs. On commence à 1000 francs pour aller au-delà. Les risques, c'est le feu. Voilà. Les risques, c'est au côté du feu. Parce que l'aluminium, quand il est bien rouge, fais très attention. Si tu n'as pas fait attention, si c'est fait sur toi, en tout cas, ça peut te blesser ou créer des problèmes. De toute évidence, la tâche n'est pas aisée, mais quelqu'un le dit. Pratiquer un métier, c'est avant tout la passion. Et pour l'instant, le métier survit. Malgré tout, même si il figure très loin derrière dans les priorités des pouvoirs publics. Business de fabricant d'ustensiles de cuisine, c'était donc un reportage d'Emmanuel Boko, Christian Ago. On repart maintenant pour le taux de change du franc CFA. They can forget what you said, they can forget what you did, but they will never forget what you make them feel. Traduction, on peut oublier ce que tu as fait, on peut oublier ce que tu as dit, mais on n'oubliera jamais ce que tu nous as fait sentir, comme pour dire, vos œuvres resteront toujours. Au revoir et à bientôt pour un autre journal.